Ici Jean-Dominique Leduc, bienvenue au balado d'entretien Entre deux cases. Aujourd'hui, je reçois Catherine Gauthier, autrice du percutant Valse anxieuse, troisième livre en carrière publié aux éditions XYZ dans la collection Quai numéro 5. Catherine Gauthier, salut! Bonjour! Très heureux de te recevoir au balado. Je te reçois notamment en lien avec la sortie de ton plus récent livre Valse anxieuse aux éditions XYZ collection Quai numéro 5. Un livre qui, je le dis d'entrée de jeu, fait œuvre utile et s'adresse à nous, lectrices et lecteurs, avec à la fois beaucoup d'intelligence et de sensibilité. Donc, d'entrée de jeu, Catherine, chapeau bas. Je trouve que c'est un livre important que tu nous proposes là. Ben merci. En fait, c'est un peu ce que je voulais faire. C'est donc le sujet, bon, ça traite principalement de l'anxiété. Le fil conducteur, c'est mon anxiété. Ouais. Je les cumule, anxiété de performance, anxiété sociale. C'est ça. Puis en fait, c'était un peu un travail exorciser, en fait, mon anxiété à travers ce livre-là. J'ai fait beaucoup de recherches, puis on dirait que moi, j'ai besoin de comprendre un phénomène en fait, pour mieux le comprendre, mais pour mieux aussi le gérer. Donc, c'est vraiment ça que j'ai fait avec l'anxiété. Tu sais, c'est ça, je suis allée même du côté de la philosophie, sociologie. J'ai voulu comprendre aussi physiquement c'était quoi les symptômes de l'anxiété. Puis personnellement, en fait, moi, ça m'a beaucoup aidé. Donc, c'est pour ça, en fait, c'est l'idée derrière le livre. C'est une espèce de résumé de toutes ces recherches-là. Puis surtout, c'est ça, aider les autres, les guider un peu à travers cette démarche-là. Et tout ça à travers un fil narratif, parce que on suit un personnage qui est en quelque sorte ton alter ego, mais qui physiquement, tu t'es servi d'une modèle. C'est ce que j'ai compris à la fin de l'album dans tes remerciements. Oui, parce qu'en fait, ça me permet j'aime pas me représenter non plus, là. Moi, je dessine d'après photo en plus, donc il faudrait que ça implique que je me prenne en photo, puis ça, déjà là, c'est no. Puis aussi je fais du travail, je fais du dessin hyper réaliste, donc Ouais. aussi, ça serait passer beaucoup trop de temps à me dessiner. Donc, je me permets d'avoir un alter ego, puis ça me permet en fait beaucoup plus de liberté parce que justement, le modèle, lui, en fait, sont très à l'aise avec leur corps, ils peuvent faire différentes postures, ils sont pas self-conscious, donc ça me permet beaucoup plus de liberté artistique en fait. Puis psychologiquement aussi, c'est ça, ça me permet une distance aussi, ça me permet de se distancier du sujet qui est quand même assez personnel aussi. Ouais. Ça me permet aussi, je pense, de me confier à cœur découvert et non à visage découvert. Ouais. Donc, ça me permet d'aller un petit peu plus loin de ce côté-là. Ben, c'est qu'en fait, c'est que en fait, tu vois, dans l'infiniment intime et donc dans l'universalité du sentiment. Parce que ce personnage-là, qui est sous nos yeux, et tu disais d'entrée de jeu, il faut le dire pour le bénéfice des auditrices et des auditeurs qui t'ont jamais lu, en tout cas, tu as une approche très, très réaliste au niveau du dessin, pratiquement photoréalistique, au plomb, si je ne m'abuse. Oui, c'est au crayon de plomb, donc technique traditionnelle sur papier. C'est pas la meilleure technique pour l'efficacité de faire un roman graphique, mais moi, c'est vraiment, en fait, c'est mon médium, là, c'est ce que j'aime faire, c'est le résultat qui me plaît. Donc, c'est ça, je suis un peu maso, mais ça me prend des heures et des heures et des heures en dessin. Mais après ça, je suis contente du résultat, puis je trouve que justement, le dessin traditionnel, moi, c'est sûr que c'est mon dada, là. J'aime ça, puis je trouve que ça apporte une espèce de véracité, en fait, qui est intéressante. Puis, en fait, tout en noir et blanc aussi, donc on reste beaucoup, justement, dans les nuances de gris, ça fait très atmosphérique aussi. Donc, je suis très contente du résultat. Oui, puis le fait que ce soit pas ancré, on n'est pas dans quelque chose de tranchant et on n'est pas non plus, les nuances de gris dont tu parles, on n'est pas dans le manichéisme non plus, on est beaucoup dans la nuance, puis bon, ben ça se prête bien au propos de ce livre-là, parce qu'il faut le dire, hein, l'anxiété, c'est la maladie du nouveau siècle, là. Je veux dire, on,
on vit tous à certains degrés de l'anxiété. Après, il y en a qui le gèrent mieux ou qui en vivent moins, et c'est tant mieux, mais pour Oui, avoir lu les travaux de Sonia Lupien, oui, euh, et là, je vais faire une confidence, j'ai trouvé ça très difficile à lire, le livre de Sonia Lupien. J'aimais pas du tout le ton, de la manière dont elle s'adresse. Je comprends que c'est un livre qui s'adresse à un vaste public et à des gens qui ne sont pas forcément de grandes lectrices et de grands lecteurs. Mais l'analogie du mammouth, oui, ça marque les esprits, mais ce que j'ai trouvé intéressant chez vous, c'est que l'anxiété, elle est sous la forme d'un loup, d'un chien, et on est beaucoup plus dans cet aspect qui nous traque, qui est insidieux. Et je trouve que c'est beaucoup plus juste au niveau de la représentation de ce que c'est l'anxiété que l'espèce de gros mammouth qui est devant nous. ouais. Moi aussi, ben en fait, les recherches de Sonia Lupien, premièrement, sont splendides, là, Ah oui, vraiment là, oui, comme c'est à sûr. décortique, mais c'est sûr qu'il y a un côté plus scientifique. Mais oui, moi, le mammouth, je me reconnaissais pas du tout parce qu'en fait, on dirait que ben, c'est les hommes des cavernes, là, donc on dirait que ça ne nous touche pas. Donc, quand je me suis posé la question comment représenter l'anxiété, justement, ça a comme été, il y a une réflexion en arrière de ça. Il est multiforme, en fait, il change. C'est tout le temps Ouais, des animaux, mais avec des yeux blancs sans pupille ou des insectes ou des trucs. Mais c'est sûr que la figure la plus représentée, c'est le loup, parce que je trouvais que le loup, c'est un peu l'ennemi naturel de l'homme. Puis on dirait ouais, que ça fait moins longtemps que le mammouth. Donc on dirait on ouais. comprend un peu plus. C'est ça que le loup peut être. C'est ça, notre ennemi, en fait, qui est plus furtif, qui est plus accessible, en fait, qu'un mammouth, et qui est plus présent dans notre vie. Puis, en fait, aussi, il y a tout le côté, tu sais, dans les contes de fées, le loup aussi est tout un personnage récurrent. Ouais. Donc, c'était un symbole très fort, en fait, que je trouvais. Puis, c'est pour ça qu'il y a comme un sous-thème aussi dans mon livre de contes de fées, un peu. Mon Ouais. modèle, elle a des grands cheveux blonds, elle a l'air un peu d'une princesse de conte de fées. Donc, je trouvais qu'avec le loup, ça venait en fait surenchérir tout ça. Là. J'aime beaucoup insérer plein de symboles. Là. Des fois, il y a peut-être juste moi qui me comprends, mais c'est pas grave. Non, mais il y a toute une poésie. En fait, il y a toute une grammaire poétique, je trouve, dans ton travail et spécifiquement dans celui-là. On pourra parler de Je pense que j'en aurai pas, ton précédent livre paru en 2023, mais dans Valse anxieuse, là, j'ai vraiment senti cette espèce de déploiement poétique-là, allégorique, et ce qui permet de doser toute l'information, la science que tu amènes. Et c'est ce qui fait qu'on s'identifie au personnage et que contrairement à un ouvrage de Sonia Lupien où on est. Bon, puis il y a beaucoup, évidemment, elle revient beaucoup en début de chapitre et elle résume le chapitre précédent, mais au final, il y a beaucoup d'informations et il y a un moment où le fait que ça ne nous raconte pas une histoire, il y a un moment où devant des statistiques ou devant des études ou devant des faits, on vient qu'on perd le fil. Et justement, moi, je trouve que le, le, une des grandes réussites de ton livre, Caroline, c'est ça justement. C'est d'arriver à nous raconter une histoire tout en nous faisant passer cette science, ces informations-là, et on ressort de ton livre en se disant, on vient de se faire un compagnon de lecture. C'est un livre qu'on va garder, c'est un livre qu'on va offrir en cadeau, c'est un livre qu'on va partager avec des proches. Euh, c'est vraiment, je le dis d'entrée de jeu, pour moi, c'est un livre qui est important. Évidemment, moi, bon, je suis un grand anxieux, donc évidemment, les gens qui me connaissent le moindrement le savent très bien. Euh, j'ai beaucoup appris, euh, mais j'ai beaucoup appris de l'intérieur. Ton livre est venu toucher une dimension en moi où tout à coup, euh, tout l'aspect allégorique euh, parle tout autant que la science. Et Ouais, ouais, ben, j'ai essayé de faire un équilibre justement parce que de un, je me prétends pas être scientifique ou sociologue ou quelque chose en fait. Donc, j'écris des bandes dessinées. Donc, j'ai vraiment essayé en fait justement de doser les informations. Moi, des informations qui m'avaient servi, qui étaient utiles puis que je trouvais évocatrices. Avec le dessin justement puis la poésie puis je pense que l'illustration en fait c'est ça la beauté que justement le personnage peut être
entourée d'oiseaux, où on comprend qu'elle est attaquée, alors que, tu sais, on pourrait pas faire ça à la télévision, hein, ou quelque chose, tu sais. Fait qu'il y a une espèce de poésie qui est inhérente au dessin, en fait, qui sert beaucoup le sujet dans ce livre-là. Mais je suis contente que tu sois reconnue parce que c'est sûr que moi, je ne pouvais qu'offrir mon point de vue d'anxieuse, en fait. Mais je pense que finalement, ce qu'on vit, c'est universel. Ben, c'est qu'en fait, tu sais, en te lisant, on se rend compte, euh, c'est une histoire, mais c'est une histoire dans laquelle, je veux dire, moi, je me suis pleinement reconnu. Euh, et tu sais, quand on parle de poésie graphique, les pages 51 et 52, quand on voit, bon, évidemment, pour les auditrices, les auditeurs, allez vous chercher le livre, vous allez comprendre, mais on voit un groupe de personnes, tu sais, en nous disant, bon, les relations interpersonnelles sont primordiales à la vie, mais en même temps, ça peut être une source d'anxiété. Et quand on tourne la page, on revoit exactement le même groupe d'humains, mais tout à coup avec un regard perçant de loup, là, comme s'ils nous traquaient. Et ça, ces deux pages-là, disent beaucoup plus que tout un chapitre d'études universitaires. C'est ça qui est. Et je dois dire une chose, je pense que la phrase qui m'a Catherine, qui m'a le plus rentré dedans, puis tu sais, j'ai beau être en thérapie, puis j'ai beau avoir lu des ouvrages sur le sujet, euh, tu dis que dans mon histoire, je suis à la fois la victime et le bourreau. Et c'est Ouais. ça l'anxiété. Mais c'est fou parce que C'est j'ai ça jamais l'anxiété, allumé. ouais. Et Ben, je trouve que, en fait, il y a beaucoup de thérapeutes, en fait, qui externalisent l'anxiété ou j'ai vu ça beaucoup aussi sur les problèmes, les troubles alimentaires qui ont beaucoup de trucs en commun, de racines communes avec l'anxiété, d'extérioriser puis de dire le trouble ou le mal. Mais en fait, je trouve que c'est une bonne idée au début. Je trouve que ça aide vraiment. Puis justement, c'est pour ça que l'anxiété est figure, voyons, est illustrée par un animal ou quelque chose. C'est justement, c'est pas le personnage. Ça crée une distance, mais il faut pas oublier que justement, l'anxiété, en fait, c'est nous qui la créons. Donc, ça peut avoir l'air de dire, oh mon Dieu, le problème est dans notre tête. Mais non, en fait, ça veut dire aussi on a un contrôle dessus. euh, on- un certain contrôle. C'est sûr que ouais. l'anxiété, je pense pas que ça va jamais partir, mais je trouve que moi, ça m'a redonné du pouvoir, en fait. Donc, elle vient de moi, ça veut dire que j'ai une emprise, moi aussi, sur elle. C'est pas elle qui a une emprise totale sur moi, en fait. Et ça, c'est un des grands enseignements de ton livre. Et ton livre se termine là-dessus, en fait. Et c'est pour ça que je dis que ton livre fait vraiment œuvre utile. Je ne sais pas dans quelle mesure des thérapeutes, des psychologues vont utiliser ta bande dessinée pour aider leurs patientes et leurs patients. Euh, mais clairement, je trouve que ton livre a sa place dans ce champ d'études-là. Euh, J'aimerais ça, puis peut-être aussi pour des gens, je sais que j'ai eu des échos déjà de personnes qui avaient fait lire à des adolescents dans un milieu scolaire, en fait, parce que les jeunes souffrent beaucoup d'anxiété en ce moment. C'est quand même très triste. C'est ça, donc il y a une professeure qui m'a contactée, puis elle m'a dit que les jeunes aimaient ça, en fait, de lire mon livre parce que c'est peut-être pas des grands lecteurs ou ils veulent pas lire des trucs scientifiques ou des brochures hmm. du gouvernement décrivant l'anxiété ou quelque chose. Donc, ça leur permettait, en fait, de lire sur le sujet, mais vu qu'il y a des dessins, vu que c'est illustré, vu que c'est des textes courts quand même, ça leur Ouais. permettait justement d'accrocher. Puis pour l'instant, en fait, les échos sont bons. Donc j'espère aussi que ça peut faire œuvre utile pour les jeunes. Au niveau de la pulsion du dessin, là, quand tu choisis un sujet comme l'anxiété, là, puis de te mettre à table, euh, Ouais. et là, fort des recherches que tu as faites, des données que tu as compilées, au final, est-ce que c'est le dessin qui dicte en quelque sorte tes envies de raconter ou est-ce que le dessin s'adapte davantage à la matière? Qu'est-ce qui vient en premier, en fait? Ben c'est sûr qu'au tout début, en fait, j'essaie de voir
comment un sujet peut s'adapter en dessin. Donc là, l'anxiété aussi, ça s'est tout de suite posé comment je représente l'anxiété. Parce que c'est intangible, on la voit pas. Ouais. Donc, il a fallu que je trouve l'idée justement de comment représenter l'anxiété avant de me lancer. Sinon, après ça, moi, pour la création du texte, je travaille un peu particulièrement, en fait. J'écris le texte et je bâtis mes pages en même temps. Donc, je trouve mes idées de dessin. L'un OK. nourrit l'autre, en fait. Je trouve qu'ils sont interreliés. Puis juste comme tu parlais tantôt, les deux pages, ben, il faut tourner la page pour voir Ouais. l'autre, tu sais. Donc, je pense vraiment à mes planches aussi, comment ils s'articulent, parce que je trouve que dès que tu changes de page, c'est comme une virgule, en fait. C'est comme un point même. Chaque chapitre aussi. Donc, pour moi, c'est super important de tout placer les morceaux. Donc, c'est pour ça, après ça, j'ai des idées de chapitres. J'ai comme un fil avec, j'ai des buckets, entre guillemets, là, mais quelle information je mets dans tel chapitre. Mais je bâtis vraiment mon texte puis mes images. Puis si je trouve une bonne idée d'image pour illustrer une phrase, ben là, hey, ça va être une pleine page. Après ça, c'est ça. Donc, je place vraiment toutes mes cases et mes textes comme ça. Il y a aussi, dans ton livre, il y a à la fois des séquences en bande dessinée, donc un découpage séquentiel. Parfois, c'est une image pleine page avec du texte intégré. Parfois, il n'y a pas de texte. Euh, donc, tu ne t'enfermes pas dans la mécanique stricte et classique de la bande dessinée. Non, moi, je pense que parce que je suis autodidacte en bande dessinée. J'ai étudié en graphisme, en art visuel aussi. Donc, je me donne carte blanche, en fait. Puis je trouve que c'est le fun. Tu sais, des fois, le personnage, sa tête sort de la case. Des fois, justement, j'essaie vraiment de varier aussi mes compositions, que ça soit intéressant, mais de deux, de pas m'enfermer justement dans une case, dans une grille. Donc, en fait, moi, c'est pour ça que j'aime faire de la bande dessinée, en fait, c'est que je me donne carte blanche, puis je m'amuse vraiment à pousser encore plus loin mes compositions, puis mes trucs comme ça. Donc, je vais vraiment avec le sujet, ben, avec le texte de la page, avec l'idée du dessin, comment ça s'articule, puis c'est ça, je m'amuse. Parce que j'ai vraiment l'impression que pour ce troisième livre-là, tu t'es vraiment déployé du point de vue graphique dans ta construction. C'était déjà là dans Je pense que j'en aurais pas sur un livre percutant qui parle justement, qui aborde le sujet de le choix de ne pas devenir parent dans la vie. Est-ce que ça Ouais. implique cette décision-là? Mais c'était pas tout à fait le choix, en fait. C'est justement, c'est la nuance. C'est comme dur à expliquer en résumé. Mais en fait, c'est la non-maternité, mais Ouais. qui ne relève pas nécessairement d'un choix. Oui. En fait, Oui. ouais, c'est ça. Tu sais, souvent, c'est la vie qui décide à notre place ou pour X, Y, Z raison. Soit on ne sait pas qu'on veut des enfants, soit que c'est juste pas arrivé. Ouais. Euh, mais on y reviendra. Mais oui, pour le côté technique, en fait, je me suis vraiment poussée vraiment plus loin. Là. Je voulais c'est ça. Mon dessin s'est amélioré aussi. Euh, j'ai beaucoup plus de clair-obscur aussi. Ah oui. Je me suis poussée vraiment d'un point de vue graphique, là, c'est ça. Je suis très satisfaite de ce que ça donne. Là. C'est un peu, ça m'a épuisée. Il a fallu que je prenne une bonne pause après, par exemple. Ça a été beaucoup de dessin. Et t'as mis combien de temps à boucler ce livre-là? C'est quand même un moins un an et demi facile, Euh, non? ben, c'est sûr que je fais pas ça à temps plein, donc c'est quand Ouais. même plus long, mais je pense que du germe de l'idée à la livraison, c'était au moins 2 ans, 2 ans et demi, ouais. Wow. Parce qu'au niveau du Non, dessin, ouais, 2 ans. il y a entre autres une page où on voit le personnage, on voit son visage reflété dans un miroir. Tu sais, au niveau de la composition, moi, je regarde cette image-là, je me dis, mais c'est complètement fou dessiner ça. Dans un style aussi poussé, là, aussi réaliste. Mais en même temps, un tel dessin réaliste fait en sorte que ça influe sur le rythme de lecture. Hein? Par exemple, on ne lit pas Hum, ton livre de la même manière qu'on va lire, je ne sais pas moi, disons, en fait, c'est pas la même manière de lire qu'une bande dessinée de Caton, par exemple, où là, tout à coup, ouais. Caton, on est dans un dessin qui est beaucoup plus schématisé, alors que là, toi, on est dans Ben, il faut décou- l'hyperréalisme.
Ouais, prendre le temps, je pense, de décoder l'image parce que Ouais, souvent, en plus, je cache des petits symboles ou c'est ça, ouais. l'image est riche, donc il faut regarder, faut prendre le temps de regarder. Mais un des commentaires que j'ai le plus souvent, c'est ah là, je l'ai lu vite, mais là, je vais les regarder après, je vais le relire plus lentement pour les images. Ouais, mais là, Valse anxieuse, c'est. En tout cas, je serais curieux, moi, de parler avec des lectrices et des lecteurs qui me disent qu'ils ont lu ça rapidement parce que c'est. Ouais, il En est plus dense plus, en texte. oui, puis il est plus dense en ce que ça suscite chez nous aussi comme émotion. Parce que au-delà de. C'est ça, c'est que en fait, tu touches à l'universel. Et c'est ça qui est fou. Euh, Alors que tu le sais, il y en a beaucoup des récits intimistes où je me souviens à une époque où Jimmy Beaulieu, quand il a commencé avec Mécanique Générale, je me souviens d'un critique en 2004-2005 qui disait que Jimmy faisait de la mousse de nombril parce qu'il faisait de la bande dessinée au jeu. Puis je me disais, Ah, mon Dieu. mais c'est Ben complètement oui. taré de dire ça parce que à ce compte-là, Michel Tremblay, est-ce qu'il faisait du théâtre de mousse de nombril en 68 avec les Belles-Sœurs? Est-ce que Ben, donc moi, je trouve que c'est la force. Puis il y a même un mouvement, tu sais, ouais, des bandes dessinées mémoires ou, tu sais, ou juste de raconter son histoire. Je trouve que ça apporte une véracité. Puis moi, en fait, mes lecteurs me le disent souvent. Ils aiment mon honnêteté puis ma véracité aussi. Puis bon, après ça, peut-être qu'il y en a qui n'aiment pas l'autofiction, mais moi, personnellement, j'aime vraiment ça parce que je trouve que souvent, c'est ça, il y a une espèce d'authenticité qui est très intéressante. Puis on dirait, c'est comme Héloïse Marcel, Marseille, son roman, c'est Jeune fille normale ou quelque chose. C'est comme elle ouais. se livre vraiment beaucoup. Puis justement, de savoir que c'est pas de la que c'est pas un truc que c'est pas une bande dessinée de fiction, moi, c'est venu me chercher comme encore plus, justement, parce que je trouvais que je la trouvais courageuse de se confier. Puis je trouve que ça apportait comme une autre, c'est ça, encore plus à son livre. Fait que non, Mais moi, je pour suis peu, pro fiction. Mais pour peu qu'on sorte, qu'on dépasse le stade de l'anecdotique, par contre, et c'est ça, c'est qu'il y a beaucoup en bande dessinée, il y a beaucoup de trucs biographiques où on lit ça, puis on se dit, bon, OK, mais encore, et, Oui, et c'est sûr. c'est ça. Donc, je trouve que c'est un danger qui guette ce genre-là. Mais alors là, dans ton travail, j'ai pas besoin de te rassurer, t'es pas du tout à cette étape-là, t'es pas là, ça fait t'es pas là du tout, du tout, du tout. Euh, euh, Ben, c'est sûr qu'après ça, en tant qu'autrice, moi, je me pose la question, là, est-ce que ça va intéresser les gens ou est-ce que justement, je veux pas tomber dans l'anecdotique ou je voulais pas juste parler de je me moi comme tout le temps. Puis tu vois, au début, en fait, même on a eu un travail d'édition, c'était beaucoup plus, je parlais au on, je parlais un peu plus général. Puis tu vois, mon éditrice était comme non, 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 assume, c'est toi qui parles, écris au jeu. Fait que c'est ça, on l'a retravaillé quand même pas mal. Puis en fait, ça me donne licence aussi parce que, en fait, ce que je dis, c'est mon opinion, c'est mon ressenti. Donc, techniquement, c'est vrai parce que c'est ma réalité aussi. Donc, ça me donne un peu licence pas de dire n'importe quoi, mais je veux dire de dire, en fait, c'est ça, d'exprimer ce que moi je pense. et dès ton premier livre, tu investis le territoire de l'intime, mais vraiment, je veux dire, pleinement, là, avec Petit carnet de solitude qui est paru chez Station T en 2021, Ouais. qui est, qui est en quelque part le journal d'une peine d'amour. Oui, en fait, Petit carnet de solitude, c'est vraiment un retour au dessin parce que je l'avais vraiment mis de côté. Donc, ça a été de réapprivoiser, puis c'est plus expérimental aussi. C'est Ouais. ça, c'est comme un balbutiement. Mais c'est vraiment, en fait, je voulais juste voir si j'étais capable, ouais, de faire un récit avec mots et images. Donc, ça a été aussi une thérapie, c'est ça. Post-rupture. C'est ça. Ben, ça parle pas juste de rupture, c'est comme les deux premiers chapitres non plus, mais c'est ça. Ouais. C'est vraiment comme un cri du cœur, puis je voulais montrer justement en fait, je voulais faire entendre ma voix. Et là, c'est lors du deuxième livre, je pense que j'en aurais pas, chez XYZ dans la même collection qui est numéro 5, où là, tout à coup, tu abordes un sujet qui est passablement tabou, qui est la non-parentalité dans une société où on se fait constamment poser la question à un certain âge. Puis, allez, bon, là, tu as une job, tu
t'as une amoureuse, un amoureux, bon, là, t'es en couple. Fait que là, la prochaine étape, c'est les enfants. Ils vont avoir des enfants. Et toute cette pression sociale-là qui vient avec. Et de mémoire, moi, la seule autre bande dessinée que j'avais lue sur le sujet avait été publiée au Québec, c'est Quoi de plus normal qu'infliger la vie? D'Oriane Lassus aux éditions La Mauvaise Tête en 2016, mais qui avait un parti pris graphique complètement différent. Puis aussi, c'était très radical aussi dans le discours. C'était un cri, mais un cri primal du cœur de foutez-moi la paix. Euh, Ouais. et donc, Mais ouais, moi, je voulais pas. Ben, en fait, je suis pas quelqu'un qui est super revendicateur non plus, donc c'était vraiment pas ça. Puis je savais que c'était un sujet un peu sensible, on va dire ça comme ça. Je savais même pas que c'était tabou, en fait, avant que tout le monde me le dise. J'étais comme, ah, ben, je savais pas qu'on n'avait pas le droit de dire qu'on n'avait pas d'enfants. C'est comme assez ah, clair. OK, donc ce n'est pas ça qui, à la base, a motivé ce livre-là. Moi, je pensais que ce livre-là était né justement de cette idée d'aborder frontalement cette question-là de tabou. Ben non, parce que dans ma tête, c'était pas tabou. Je trouvais juste qu'on n'en parlait pas. C'est comme moi, finalement, c'est ça. En fait, la prémisse de l'idée, c'est que, bon, en pleine pandémie, c'est ça, 37 ans, pas d'enfant, pas de chum. J'étais juste comme, bon, mais je pense que ça arrivera pas. Fait que c'était plus comme, OK. Puis j'avais beaucoup, bon, des amis de mon âge aussi, donc on se rend compte que si on en veut, c'est maintenant, parce qu'il ne reste pas grand temps si on veut un plan B. Puis en fait, c'est qu'il y en a beaucoup, il y en a énormément des femmes à qui ça arrive justement, là, que la maternité leur passe sous le nez à cause du temps, à cause c'est ça, il y a tellement de raisons. Ça peut être un problème physique, ça peut être que ton conjoint, il a déjà 3 enfants, Hmm. ou ton conjoint en veut pas, ou en tout cas ou plein de trucs comme ça, mais c'est ça, c'est qu'on n'en parlait pas. Personne n'en parle, en fait. C'est pas que les familles éclipsent un peu tout dans la sphère publique, mais c'est comme la normalité. Fait que dès que tu sors un peu de la normalité, tu tombes dans une craque. Ou tu te fais reléguer à Ah, ben toi, tu veux pas d'enfants. C'est comme non, 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 il y a un monde entre ces deux, entre avoir des enfants et ne pas vouloir d'enfants. Il y a toute cette zone de gris-là. C'est vraiment ça que je voulais explorer, en fait. Mais c'est vraiment, tu sais, je l'ai exploré en douceur, en respect. Je suis pas ennemie avec, avec les parents, c'est pas ça. Je voulais juste donner une voix, en fait, à toutes ces femmes-là qui dans la même situation que moi. En fait, et c'est ça qui est une autre des raisons pour laquelle je trouve ton travail admirable, c'est que oui, tu pourrais être dans le militantisme, mais c'est pas ça du tout qu'on sent dans ton travail. Au contraire, il y a comme une espèce de mise à nu, mais beaucoup dans la bienveillance. Puis voilà, on sent, quand on te lit, on se sent accompagné dans la bienveillance. Et c'est pour ça que je dis que tu interpelles beaucoup l'intelligence des lectrices et des lecteurs, parce que tu nous laisses aussi faire notre chemin. Tu nous présentes une œuvre en disant, ben voilà, voilà, je vous parle de la non-maternité, de mon point de vue, mais en même temps, à aucun moment on sent qu'il y a un agenda ou des. En tout cas, on sent pas que tu pousses un discours. Au contraire, il y a quelque chose d'ouvert et qui fait que chaque lectrice, lecteur font leur propre expérience de tes livres. Ouais, ben, ça, j'essaie. Puis c'est un peu mon syndrome de l'imposteur aussi, là. Je ne suis pas sociologue, ou je sais pas, j'ai pas les. Je pense que essayer d'être revendicatrice, de un, je l'ai pas en moi, puis de deux, j'ai pas les connaissances, j'ai pas les si. Fait que j'essaie juste comme d'être une fille normale qui expose c'est ça, ses opinions, ses recherches. Mais c'est ça, sans confronter personne. Puis je pense qu'en fait, ça aide à faire passer le message, en fait. Je pense que je n'aurais pas, c'est juste le message, c'est comme, hey, on existe, on est là. Fait que faites attention à ce que vous dites. C'était juste ça. Oui, et c'est ça. Donc, j'en reviens à la bienveillance. Puis, tu Ouais. sais, valse anxieuse, c'est la même chose. C'est de dire finalement, comme je pense que j'en aurais pas, ce sont des livres qui ont cette qualité d'engendrer deux choses. Le dialogue, mais aussi l'écoute. Mm. Parce que c'est ça, le dialogue. C'est aussi d'exprimer, mais de recevoir aussi des opinions diverses aux nôtres ou euh, de- Oui, mais je trouve que
ça, je vais dire mon opinion, mais je trouve que c'est ça qu'au Québec, on a de la misère justement à débattre ou tu sais, qu'on se chicane dès qu'on n'a pas la même opinion. Ouais. C'est comme, mais c'est correct, on n'est pas obligé d'avoir la même opinion Ben non. non plus. Puis, ben, tu sais, même pour Valse anxieuse aussi, là, je rebondis sur ce que tu disais, mais même quelqu'un qui vit pas d'anxiété, ça va peut-être l'aider à comprendre ce que vit une personne anxieuse, de se mettre dans ses souliers. Tu sais, il y en a plein des fois qui fait, ah, moi, je vais, tu sais, si une amie qui fait, ben, moi, je vais pas aller dans cet événement-là parce que ça me stresse trop. Puis là, il y en a comme, ben, voyons donc, ou, tu sais, quelque chose, c'est comme, non, c'est beaucoup demander à une personne anxieuse certaines situations. Fait que, tu sais, des fois, c'est juste d'être justement dans la bienveillance envers ces personnes-là puis de comprendre leur point de vue aussi. Alors là, Valse anxieuse, évidemment, vient tout juste de paraître, donc les premiers commentaires commencent à entrer. Moi, je prédis qu'on va parler beaucoup de ce livre-là et je prédis même que ça va devenir un livre de fond, c'est-à-dire un livre que ton éditeur va finir par réimprimer, faire des nouveaux tirages parce que tout à coup, c'est ça, c'est un sujet actuel euh, que l'anxiété. Et je veux dire, c'est tellement beau le travail que tu as fait. Mais merci. C'est, J'espère. L'anxiété est tellement c'est partout que, en tout cas, j'espère qu'il va faire son petit bonhomme de chemin tranquillement, mais surtout, sûrement. surtout je veux dire, avec l'omniprésence des médias sociaux, les informations, les chaînes d'information en continu, le fait qu'on est constamment sollicité, Ouais. que notre configuration mentale change. Tu sais, moi, j'ai 50 ans. Euh, J'essaie de me souvenir c'était quoi ma vie il y a 25 ans, quand j'avais pas de cellulaire, quand j'avais pas de médias sociaux, quand j'avais un répondeur à la maison, puis que je rentrais le soir, puis j'écoutais mes messages si ça me tentait. Ouais, qu'on n'était pas obligé d'être tout le temps Ouais, disponible. En fait, ouais. c'est ça le danger. Puis même dans nos outils de travail aussi, c'est ça. C'est fou à quel point on a trop de notifications ou de trucs comme ça. Puis je pense qu'il faut vraiment essayer de se protéger là-dedans. Puis c'est ça, de voir en fait toutes les petites choses qui s'accumulent en fait puis qui alimentent notre anxiété. Fait qu'il faut en enlever un peu. Justement, ce que tu disais, les informations en continu. Moi, les informations, des fois, j'en écoute pas du tout. Fait que ça Hmm. fait que des fois, je suis un peu déconnectée, mais sinon, Ouais. ça m'angoisse. Puis je peux pas. C'est ça, c'est lourd en fait. Puis le meilleur, en fait, remède que j'ai trouvé pour l'anxiété, c'est d'en parler. Euh, bon, moi, j'écris une bande dessinée, mais sinon, parlez-en à vos proches, puis vous allez voir, c'est fou le nombre de personnes anxieuses qui vont comprendre votre point de vue, en fait. Fait que vous n'êtes pas toute seule là-dedans. Parlez-en, ça aide vraiment. Mais justement, Catherine, y a-t-il pas quelque chose de paradoxal au niveau, par exemple, de l'anxiété de performance? Parce que là, lancer dans l'univers une bande dessinée qui traite de l'anxiété, il y a- est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a une anxiété de performance qui t'a suivi tout du long ou est-ce qu'elle s'est manifestée lorsque finalement, lorsque tu as reçu tes boîtes, les premiers exemplaires? Je veux dire, à quel moment dans le processus créatif, s'il y a moment, que l'anxiété s'est pointée? L'anxiété de performance, s'entend. Moi, je fais beaucoup d'anxiété de performance. Là. J'en parle beaucoup dans le livre aussi. Épuisement professionnel, ça m'a complètement fait dérailler. Fait que je suis très perfectionniste. Je pense que mais les bandes dessinées, pour l'instant, ça m'angoisse pas. Ben, je veux dire, je fais pas d'anxiété de performance de trop. Là, je dis ça. C'est plus mon perfectionniste, en fait, qui est très touché par les Ouais. bandes dessinées, c'est ça, par mon travail graphique. Il y a des dessins que j'ai refaits parce que je n'étais pas satisfaite. C'est ça, je je me pousse aussi, mais ça reste le fun pour l'instant. Oui, ben voilà, la notion de plaisir. Mais tu fais bien de le Ouais. dire parce que le perfectionnisme, là, la ligne est mince. Le fil de fer est tellement mince entre le perfectionnisme et on bascule dans l'anxiété. On est déjà un peu. On est un. Oui, on a déjà le pied dedans, là, Ouais, c'est c'est sûr. ça. Mais je Soyons pense que francs, là. ouais. Mais je trouve que être perfectionniste pour moi, dans quelque chose que j'aime, pour l'instant, ça va. C'est genre, je me gère. Puis je trouve ça c'est plus stimulant que anxiogène.
si à un moment donné ça devient trop anxiogène, mais là, je vais falloir que je me pose des questions. Ah Mais non, ben euh, on te le souhaite pas, puis on se le souhaite pas non plus, là. non, c'est ça. Mais tu sais, je pense que tu sais, le stress et l'anxiété sont là pour une bonne chose aussi. Là, tu sais, Oui. ils ont un rôle à jouer, mais tout est une question de dosage. C'est ça. C'est comme quand c'est dans mon travail, l'anxiété de performance, ben moi, ça me dérange parce que c'est pas sain. Alors que, c'est ça, vu que dans mon travail graphique, là, où j'ai carte blanche, ben là, justement, je pense que ça enlève un peu de pression. Puis là, je me permets plus de m'amuser, puis c'est ça, de, m- ouais, de m'amuser. Je veux dire ça comme ça. C'est pas tout le temps le fun. L'écriture a été vraiment lourde par moments, là, parce que c'est sûr que j'allais rebrasser des émotions. Puis le dessin, bon, à un moment donné aussi, ça devient très mécanique, là. Il y en a beaucoup, puis on y va, mais pour l'instant, la pulsion créative est plus forte que l'anxiété. Et j'imagine aussi que autrice de bande dessinée versus graphiste, où là, tout à coup, tu dois, mettons, produire une image pour une campagne publicitaire ou pour un client. Je veux dire, c'est pas les mêmes muscles créatifs qui fonctionnent non plus, là. Donc, au niveau de Non, l'anxiété de du tout. performance, livrer à un client versus créer une bande dessinée, produire une bande dessinée, ben, évidemment, tu es redevable à l'équipe éditoriale qui publie ton livre, mais j'imagine que le rapport n'est pas le même non plus. Non, c'est ça, le rapport est pas le même parce qu'en fait, tu sais, Val c'est moi qui, ben, je dis les bandes dessinées, c'est moi qui décide de les faire aussi. Fait qu'on dirait que j'ai le contrôle là-dessus. Si vous lisez le livre, vous allez voir que l'anxiété est beaucoup due au contrôle et au manque de contrôle. Donc là, on dirait que justement, c'est quelque chose que moi je gère, puis c'est quelque chose que je veux faire aussi. Donc, c'est totalement différent. Après ça, c'est sûr que, mon Dieu, je pense qu'il a fallu que que je finisse en une semaine parce qu'on avait mal géré le calendrier de production. Donc, après ça, oui, l'anxiété est embarquée comme dans les derniers milles, Ouais. mais pendant le processus de création, ça va bien, ouais. C'est quand même grisant de faire un livre, non? Oui, vraiment, tu sais, Quand on a l'objet entre les euh, mains, là, comment tu as ouais. réagi quand tu as eu. Parce qu'ils t'ont fait un fichu de beau livre, là. C'est un bel Oui, objet, là. XYZ, ils ont fait un super travail éditorial, là. ouais, Ta première ouais, réaction, ben, là, quand tu as eu ton exemplaire d'autrice dans les mains, là. ben là, je cherchais les poux. Je regardais tous les petits défauts. Puis après ça, je me suis calmée, je me suis parlé. Puis Ouais, non, je suis vraiment contente. ouais. Je me doutais de ta réponse. Ouais, le perfectionniste, il arrête jamais. Mais non, je suis tellement contente. Puis la couverture aussi, c'est ça, je suis vraiment contente. Non. Tu sais, tu sais, il y a beaucoup de noir aussi, donc j'avais vraiment peur que ça sorte pas super bien. Mais non, en fait, c'est ça, c'est un beau bébé. Je suis très contente. Et ce qui est paradoxal pour des anxieux, c'est qu'une œuvre, lorsqu'elle est lancée dans l'univers, elle ne nous appartient plus. On n'a plus de Ouais. contrôle dessus. Et ça aussi, ça fait partie, je trouve, de l'apprentissage en création, de se dire, OK, là, aussi imparfait puisse-t-il être ce livre ou peu importe le médium artistique, tout à coup, c'est aux gens qui vont le recevoir de décider, c'est plus à nous. Non, c'est clair. Puis je l'ai vu, voyons, je l'ai vécu, mais encore plus absurde. Parce que je pense que je n'aurais pas. Il est sorti en Espagne. Donc, il a été traduit en espagnol puis en catalan, deux langues que je ne parle pas. Ouais. Donc, il y a eu beaucoup de promotions et quelque chose. Fait que je voyais, tu sais, j'étais taguée sur des stories ou sur des trucs, mais j'étais juste comme, oh mon Dieu, il vit sa vie tout seul, mon livre, en Espagne. Puis j'ai pas mon mot à dire, puis je sais pas qu'est-ce qui se passe. Fait que je me sentais un peu comme une mère tu sais, qui laisse son adolescent aller faire du backpacking en Europe, puis qui sait pas trop ce qui se passe, puis qui reçoit une photo de temps en temps. Ouais. C'est exactement ça. Mais, euh, mais c'est ça, je trouve ça le fun. C'est comme il est sorti en France aussi. Donc, j'ai eu des échos d'un peu partout dans le monde. Puis justement, euh, je pense que j'essaie d'aider un peu les gens avec mes livres. Je fais ma petite part justement pour faire œuvre utile. Puis j'ai beaucoup de commentaires bon, de lectrices plus pour je pense que j'en aurais pas, mais là, lectrices pour Vers Sanctios. Puis c'est ça, si je peux faire du bien un peu, puis si je peux aider, ne serait-ce qu'un mini peu ou pendant une heure de lecture, ben, je suis très contente. Ah, ben, c'est mission accomplie. Moi, je peux te dire une chose, c'est un livre qui ne me quittera plus.
C'est un livre que je vais garder tout près de mon cœur dans ma bibliothèque, c'est sûr que c'est un livre que je vais faire circuler, que je vais faire lire aux gens. Euh, c'est probablement aussi un livre que je vais offrir en cadeau. Parce que tu sais que c'est drôle parce que pendant longtemps, moi, la bande dessinée que j'offrais en cadeau aux gens, c'est Les Idées noires d'André Franquin. OK. Euh, c'est une lecture à la fois drôle et anxiogène. Bon, c'est un grand, grand génie, Franquin, mais puis, tu vois, là, dernièrement, je l'ai présenté en milieu carcéral. Oh. Et, ouais, et la réception a été tout autre. Puis je me suis dit, ah ouais, là, peut-être que je change de cadeau. Là. C'est le fun d'André Franquin, c'est un grand chef-d'œuvre, tout ça, mais peut-être qu'il faudrait que j'opte pour un peu, je sais pas, peut-être un autre type de bienveillance. Et je suis convaincu que ce livre-là va se retrouver sous le sapin. Et je te souhaite en fait beaucoup de traductions parce qu'il faut que ce livre-là aille à la rencontre du plus grand nombre. Parce que c'est un livre qui fait du bien et qui, ne serait-ce que par cette idée de s'arrêter, de se déconnecter et de lire et de plonger dans ton livre, et tout ce que ça et tout le bien que ça nous fait. Vraiment, Catherine Gauthier, bravo. Après, je pense que j'en aurais pas. Quand j'ai vu ça, un livre sur l'anxiété, je me suis dit, ah, tiens, ouais, ça va être intéressant, ça. Mais je m'attendais pas à une... Je dois te dire que je m'attendais pas à être happé de cette manière-là. Et ben, pour le bénéfice des auditrices et des auditeurs, c'est la première fois qu'on se parle. Hein? On ne s'était jamais rencontrés. Oui. Puis, et je dois te dire, là, je vais te faire une confidence. Bon, tu sais, ça fait plus de 30 ans que je traîne dans le milieu de la bande dessinée québécoise. Je connais pas mal tout le monde. J'ai parlé, j'ai interviewé des gens souvent. Et ce qui est particulier, Catherine, c'est que préparer une entrevue avec quelqu'un à qui on n'a jamais parlé, il y a toujours un petit stress parce que là, tout à coup, moi, je te connais qu'à travers tes livres. On ne s'est jamais Ouais. parlé. Et je t'avoue que ce matin, avant d'allumer tout mon attirail, j'avais un petit trac. Là. Je me disais, OK, là, faudrait que ça se passe bien. Ça s'est très bien passé. Mais je tiens vraiment à te remercier beaucoup et j'invite tout le monde vraiment à lire Valse anxieuse à la collection Quai numéro 5 XYZ. Un livre important, assurément une des bandes dessinées québécoises phares de l'année 2026. L'année est jeune, mais ça fait tellement longtemps que je fais ça que je sais que je ne me trompe pas en disant ça. Bravo! Longue vie à toi. Je suis très, très curieux de te relire. Et j'ose pas te demander si tu as déjà quelque chose en tête. Je préfère garder la surprise. Mais, Mais en fait, j'ai rien en tête. Ben, en fait, j'ai plein d'idées, mais je sais pas encore. On dirait que ça fait ça là, pour mes 3 livres. Je suis pas capable d'embarquer dans un nouveau projet tant que le dernier n'est pas sorti. ouais, On mais je dirait que pense que c'est un peu normal. Ouais. ouais, j'ai besoin d'avoir une closure, on dirait. Ouais. Puis ben, en fait, de finir la boucle avant de commencer un autre projet. Donc, Ben, là, écoute, j'y pense encore un peu. je te souhaite cette fin de boucle douce, agréable et enrichissante. Et je t'espère revenir pleine de bienveillance dans un prochain livre. Et bravo à tes éditeurs, à ton éditrice chez XYZ. Ils ont vraiment fait un super boulot. C'est un bel objet. Bravo. Ben, mais merci à eux surtout. Ils me font confiance. Puis j'ai quasi carte blanche, donc c'est magnifique. Ben, c'est un beau partenariat et j'espère qu'il durera très longtemps encore. De même. Ben, merci beaucoup, Catherine. Oui, merci, au revoir. Pour suivre Catherine Gauthier, rendez-vous au communeimage.ca. Indicatif sonore, Xavier Pinchot. Pour suivre mes différentes activités de médiation culturelle en bande dessinée, rendez-vous au jean-dominique-leduc.ca. À bientôt.